Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester avec nous dans ce journal. Au sommaire, la couverture sanitaire universelle de qualité au Togo demeure au cœur des priorités du gouvernement. Le comité de pilotage du projet était hier à la primature pour faire le point sur l'état d'avancement des activités au Premier ministre. 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU. La rencontre de ce jour est marquée par un sommet virtuel sur la Covid-19. Les États planchent sur la réallocation systématisée des doses en trop des pays développés vers les pays en développement. Où en est-on exactement avec le traitement contre la Covid-19? La réponse dans ce journal. Sport football, épilogue ce jeudi du championnat national féminin 2020-2021. La grande finale mettra aux prises Djabir FC de Tanjouaré et Atleta FC de Lomé au stade de Kégué. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et nous ouvrons ce journal avec cette audience qui est à la présidence de la République. Le chef de l'État, Faure Essoufouani Singbe, a échangé ce matin avec le général Stephen Townsend, commandant de la force Africom en Tondé, commandement des forces américaines basées en Afrique. Au menu des discussions, les questions sécuritaires et celles liées à l'extrémisme violent et au terrorisme. Général Stephen Townsend, au sortir de l'entrevue. And the purpose of the meeting was to discuss. Je viens d'avoir une audience avec le chef d'État. L'objectif, c'est de discuter de nos préoccupations sécuritaires que nous avons de manière commune, de manière générale, et également aborder les questions qui sont liées à l'extrémisme violent, au terrorisme au nord, à la sécurité dans le golfe de Guinée. Je suis également ici afin de pouvoir remercier le chef de l'État, le peuple togolais, pour les efforts que le Togo est en train de consentir dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Il y a effectivement les défis liés à l'extrémisme violent, et donc nous sommes là en tant qu'États-Unis pour apporter notre assistance. Nous ne sommes pas là pour jouer un rôle de leader dans le cadre de ces efforts, mais nous sommes là pour aider nos partenaires africains, nous sommes là pour aider nos partenaires internationaux en termes d'assistance. Je puis dire que nous pouvons apporter l'assistance sur le plan de l'équipement, l'assistance également sur le plan de la formation, le développement et également la diplomatie. C'est tout un ensemble d'efforts que nous devons fournir. Mais je veux encore une fois répéter que nous ne sommes pas là pour exercer notre pouvoir ici, mais nous sommes là pour apporter l'assistance et soutenir nos partenaires. The United States is not trying to exert power in this region. We are trying to help our African partners deal with these challenges. À la primature, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a conféré hier avec une délégation du conseil d'administration du Centre d'études de la famille africaine en population, santé et développement CFA-PSD. Il est question de faire du Togo un centre d'excellence régional en termes de formation. Mamadou Diko, administrateur général du CFA-PSD. Nous pensons que le Togo a beaucoup fait pour aider. Et j'étais venu pour remercier Madame le Premier ministre pour son appui. Depuis 1990, nous sommes installés à Lomé, donc c'est un travail continu. Le nouveau continue à faire ce que l'ancien faisait en termes de formation. Et notre souhait est de faire du CFA-PSD de Lomé un centre d'excellence de la CEDEAO, qui devrait être au niveau de l'espace CEDEAO, un centre reconnu par l'organisation en tant que centre d'excellence, offrant des services de formation dans le domaine de la santé et de la reproduction, dans le domaine de l'autonomisation de la femme, dans le domaine du VIH-Sida, dans le domaine du dividende démographique. Ce sont des questions qui sont des questions essentielles, qui interpellent nos gouvernements et nos populations, puisque quand on parle de centre de la reproduction, on parle de planification familiale, on parle de population et de développement. Le CFA essaie d'apporter aux pays africains des réponses appropriées par le biais de formations taillées sur mesure qu'on propose au pays et que nous organisons à Lomé. Restons toujours à la primature où la deuxième session du comité de pilotage du projet Service de santé essentiel de qualité pour une couverture sanitaire au Togo s'est tenue hier. Elle a été présidée par Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe et s'est agi de faire le point sur l'état d'avancement du dit projet et de planifier davantage les activités 2021-2022. Solim Lemou. D'un coût global estimé à 70 millions de dollars US et financé par la Banque mondiale, ce projet s'inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle CSU de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. La CSU constitue un outil de développement économique et social en ce qu'elle contribue à lutter efficacement contre la pauvreté et la précarité en renforçant l'inclusion et la cohésion sociale. Le dit projet s'articule en 5 composantes, à savoir augmentation de la demande et l'offre de services de santé et de nutrition de qualité, rapprochement des établissements et services de santé des ménages, renforcement du régime national d'assurance maladie sociale, amélioration de l'intendance, de la surveillance et de la gestion, composante d'intervention d'urgence. À terme, il s'agira de fournir des soins et des services de santé essentiels aux femmes, aux enfants, aux pauvres et aux personnes vulnérables. Ainsi, près de 6,5 milliards de francs CFA vont être engagés pour la construction de nouveaux centres de santé, la réhabilitation des centres de santé existants et le démarrage de l'extension de l'assurance maladie aux populations cibles. Le comité de pilotage est l'instance d'échange et de prise de décision pour la mise en œuvre du projet. Il se réunit une fois par trimestre. Rendons-nous à présent à l'Assemblée nationale où les députés ont voté hier la loi portant code du cinéma et de l'image animée au Togo. Objectif, doter le secteur du cinéma togolais d'un code pour créer un cadre juridique et économique approprié à son développement. Ce vote intervient lors de la 3e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. Bénédicte Kanda. Cette loi portant code du cinéma vise, entre autres, à réglementer le secteur, asseoir les actions destinées à sa structuration, mettre en place des mécanismes de financement appropriés afin de soutenir l'émergence et le développement d'une industrie cinématographique au Togo. En effet, le secteur cinématographique togolais est confronté à l'absence d'un cadre juridique adéquat, sapant ainsi les efforts des pouvoirs publics en matière de développement d'une véritable industrie cinématographique et audiovisuelle. Kossi Benyon Lamadoko, ministre de la Culture et du Tourisme. Cette loi est l'instrument juridique qui régit désormais le secteur du cinéma et de l'image animée à travers la fixation des règles tablant sur l'organisation administrative du secteur du cinéma et de l'image animée et celle régissant la création des organismes de gestion y afférents, des conditions d'accès au métier du cinéma et de la vidéographie, des règles d'installation et d'exploitation des entreprises de production cinématographique et vidéographique et celles des industries de distribution, des conditions d'implantation des établissements de spectacles cinématographiques et vidéographiques, etc. En définitive, cette loi servira de catalyseur pour le gouvernement dans sa politique de promotion et de développement d'une industrie du 7e art afin de permettre aux cinéastes togolais de faire des productions de qualité et en nombre suffisant pour assouvir la demande des films reflétant notre vécu, nos valeurs et nos croyances, demande l'estime exprimée par nos concitoyennes et concitoyens et abondamment relayée par la représentation nationale. La présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yawa Digbodi Tchegan, a salué l'adoption de cette loi qui ouvre une nouvelle ère aux promoteurs et réalisateurs du 7e art afin de tirer meilleur profit de l'industrie cinématographique togolaise. Écoutons justement les sentiments du producteur-réalisateur Steven Aff, présent à la séance. Moi, personnellement, ça fait bientôt 20 ans que je suis dans le domaine du cinéma. Je suis dans un secteur que je ne sais pas si c'est formel ou informel, mais aujourd'hui, je peux dire que je suis dans un secteur formalisé à partir de ce code du cinéma, le cadre législatif et le cadre d'exercice du métier et de régulation du secteur est mis en place. Et donc, je crois que ça va amoindrir les difficultés, surtout sur le plan organisation, sur le plan structurel du secteur. Et aussi maintenant, un investisseur peut peut-être avec cette législation avoir des garanties. Le code du cinéma et de l'image animée comprend 230 articles regroupés en 10 titres. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison.
Les élèves reprennent le chemin de l'école le 27 septembre prochain. Pour une réussite parfaite de cette rentrée, responsables et partenaires de l'éducation mettent les bouchées doubles. C'est dans ce cadre qu'une semaine pédagogique a été organisée depuis lundi dernier à l'intention du corps enseignant et des responsables éducatifs. Qu'entend-on par semaine pédagogique? Comment les responsables préparent-ils cette rentrée scolaire en cette période de crise sanitaire? Élément de réponse dans ce magazine de Raoul Tetounyaki. Présentation Charlotte Ahar. Comme à chaque rentrée scolaire, les responsables d'établissement, le corps enseignant et les partenaires de l'éducation se retrouvent pour une semaine avant la rentrée académique. Cette rencontre est appelée semaine ou rentrée pédagogique. Elle est destinée à prendre certaines mesures et à procéder à des réaménagements avant l'arrivée des élèves. Madame Tagoné Leïnia Célestine, épouse Kili, proviseure du lycée Agoignivé Centre. Cette semaine consiste à nous organiser, à élaborer les listes des classes, élaborer les tableaux de service, mettre au propre l'enceinte et pour accueillir les élèves la semaine prochaine. Hier, il y a eu une prise de contact avec les collègues enseignants, une réunion administrative avec le personnel pour une mise au point de ce qui avait été fait l'année passée et ce qui sera fait, comment organiser l'année pour que les activités se déroulent bien. Cette année encore, la rentrée scolaire s'effectue dans une période marquée par la crise sanitaire de la Covid-19. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour éviter la contamination? Azoté et Solakina, proviseur du lycée Nyekonakwe. Les acteurs de l'éducation, en l'occurrence nos chefs hiérarchiques, nous ont donné l'occasion par une formation sur le renforcement des capacités des personnels d'encadrement, des chefs d'établissement et des enseignants dans le cadre de la rentrée scolaire 2021-2022. Nous avons eu une formation au lycée scientifique. Au cours de cette formation, on a discuté sur les modules. Les chefs nous ont instruit largement sur la manière qu'on doit adopter à la rentrée. Ils ont institué aussi la rénovation des lave-mains, tout ce qui peut aider les apprenants à se protéger, à se laver les mains avant de rentrer dans les salles. Les parents et élèves sont donc invités à prendre leurs dispositions pour une année scolaire réussie. Proviseur Célestine Tagoné. À l'endroit des élèves et surtout des parents, je crois qu'ils doivent se préparer et s'assurer que la rentrée sera effective le 27 septembre 2021. Je les exhorte à bien se préparer, surtout pour les élèves qui reprennent les classes. Les parents, beaucoup de courage à eux parce que c'est pas facile, surtout pour les dépenses liées à la rentrée. Même si cette année, l'autorité a soulagé les parents par rapport aux frais scolaires. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Alors les parents et les élèves sont tous invités à redoubler d'efforts pour une année scolaire couronnée de réussite et sans Covid-19. Le journal Hélène Assabi. Un sommet virtuel de la vaccination dans le cadre de la 76e Assemblée générale des Nations unies. À l'origine, une idée de l'ONU. L'administration Biden a tenu à la récupérer. Les États-Unis devraient ainsi demander aux 193 pays des engagements sur des objectifs de vaccination des populations contre la COVID-19 à tenir pour septembre prochain. Edmond Sogba. Alors que le Covid-19 a fait plus de 600 000 victimes aux États-Unis, Joe Biden veut résorber la pandémie aux 4 coins du globe en résolvant la crise de l'oxygène, en multipliant les tests et en développant plus de traitements, le tout à une échelle globale pour essayer de gommer les disparités. Son objectif de vaccination est également ambitieux. Le président américain voudrait que 70% de la population mondiale soit vaccinée en septembre prochain. Parmi les mesures discutées au sommet de ce mercredi, la réallocation systématisée des doses en trop des pays développés vers les pays en développement et la suppression d'une clause de propriété intellectuelle des règles de l'OMC pour permettre des transferts de technologie de la production du vaccin.
Alors que le laboratoire Pfizer a annoncé par voie de presse l'innocuité et l'efficacité de son vaccin pour les 5 et 11 ans, la vaccination contre la Covid-19 reste l'alpha et l'oméga de la plupart des politiques publiques. Et bien qu'un traitement efficace ne soit toujours pas disponible, la recherche se poursuit. Où en est-on exactement? Abiré Lemou nous en parle. Plus d'un an et demi après le début de la pandémie de Covid-19, il n'existe toujours pas de traitement efficace, généralisé et abordable. La stratégie de repositionnement de médicaments déjà existants n'a en effet pas été concluante. Face à cet échec, les chercheurs pensent qu'il faut donc développer un nouveau traitement en partant de zéro. C'est un processus long, cher, compliqué et sans garantie de résultats, mais pourtant nécessaire. Deux pistes principales sont suivies. La première concerne les anticorps monoclonaux. Il existe aujourd'hui deux thérapies principales utilisant cette technique. L'une développée par Regeneron avait notamment été administrée à Donald Trump lorsqu'il avait contracté le Covid-19. La seconde est une bithérapie mise au point par le laboratoire américain Lilly. Malheureusement, si des premiers résultats intéressants avaient été annoncés, l'émergence du variant Delta l'a rendue inefficace et cette solution est désormais abandonnée. Cela n'empêche pas le développement d'autres thérapies basées sur les anticorps monoclonaux, notamment par le laboratoire AstraZeneca. Cela dit, il est difficile d'imaginer qu'il puisse un jour faire office de traitement de masse contre le Covid-19. Il nécessite en effet d'être injecté et sont chers. L'autre domaine de recherche permet d'éviter cet écueil. Il s'agit des antiviraux. Le but serait d'avoir un traitement facile à prendre par oral dès qu'on a des symptômes ou lorsqu'on a été exposé à quelqu'un de malade, explique Karine Lacombe, qui dirige le service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine. Cela dit, rien ne dit que l'on y parviendra tant la tâche est ardue. Plusieurs se sont tout de même lancés dans la course et on attend prochainement des résultats d'essais cliniques. Les laboratoires Merck et Roche doivent en effet publier les leurs d'ici à la fin de l'année. Leurs molécules ont pour objectif d'empêcher la réplication du virus une fois dans notre organisme. C'est le but recherché également par Pfizer pour qui les résultats sont cette fois attendus durant le premier trimestre 2022. Si ces résultats sont concluants, il faudra cependant ensuite attendre leur validation par les autorités sanitaires, ce qui, dans le meilleur des cas, ne permettra pas de voir ces médicaments arriver sur les étals des pharmacies avant le milieu de l'année prochaine. Enfin, dans la pharmacopée actuelle, mis à part la dexaméthasone, une autre classe de médicaments suscite l'intérêt. Il s'agit des antidépresseurs qui pourraient avoir un effet contre le Covid-19. Plusieurs études vont dans ce sens, mais demandent néanmoins confirmation et notamment un essai clinique en bonne et due forme. L'inclusion de la fluoxétine, plus connue sous le nom de Prozac, est ainsi à l'étude dans le cadre de l'essai anti-Cov mené en Afrique subsaharienne. Elle pourrait être testée dans les semaines à venir. Et même si le coronavirus menace l'humanité entière, nous ne devons pas oublier de nous prémunir contre les autres maladies qui sont également à nos trousses. Ce mercredi, Magazine Santé Plus nous parle de la dangerosité des hépatites virales. Et c'est avec Alice Berthe Barandao. Les hépatites virales sont un groupe de maladies infectieuses de 5 types, notamment les hépatites A, B, C, D et E, qui touchent des centaines de millions de personnes dans le monde. Dr Kani Soko Diallo, hépato-gastro-entérologue, présidente de la Ligue togolaise de lutte contre les hépatites. On définit l'hépatite virale comme une affection nécrotico-inflammatoire, c'est-à-dire une destruction des cellules du foie qui est causée par des virus hépatotropes, c'est-à-dire des virus qui ont une affinité pour le foie. Les plus importants, c'est B et C, et la plus importante dans le monde, c'est le virus C, surtout en Afrique subsaharienne et au sud de l'Asie. Plus d'1 milliard de personnes dans le monde sont infectées et les 95% ignorent leur maladie car ce sont des affections silencieuses qui se révèlent au stade de complications de cirrhose ou du cancer de foie. Dr Kani Soko Diallo nous décrit les quelques signes de l'hépatite B. Pour le B, il y a la forme aiguë
qui se manifeste à la phase d'état par un ictère très intense où les conjonctives des yeux sont jaunes, les paumes des mains et des pieds sont jaunes et chez les personnes de race blanche, la peau est jaune et la personne est très fatiguée et c'est la détection d'un marqueur très important du virus de l'hépatite B qu'on appelle l'antigène HBS dans le sang qui confirme le diagnostic. Les hépatites virales sont très mortelles et leur traitement très coûteux. Autant nous faire dépister à temps pour un vaccin qui nous protège à vie ou si le test est positif, être vite pris en charge par des spécialistes qu'on retrouve aujourd'hui au Togo. À mercredi prochain. Et nous terminons avec le sport. C'est désormais officiel. Samuel Eto'o a annoncé sa candidature à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Sur le plan national, la liste des éperviers sélectionnés pour la double confrontation contre le Congo sera connue le jeudi 30 septembre à l'issue d'une conférence de presse du coach Paolo Duarte. Pendant ce temps, dénouement ce jeudi du championnat féminin saison 2020-2021. Sibylla Osson. Reportée une première fois pour raison administrative, la grande finale du championnat féminin saison 2020-2021 se disputera finalement ce jeudi 23 septembre au stade de Kégué. Elle opposera Djabir FC de Tandjouaré et Atleta FC de Lomé. Les deux équipes ont tiré leur épingle du jeu à l'issue des playoffs. La rencontre se jouera à partir de 15h30, ce jeudi donc, à huis clos. Venons-en aux éperviers du Togo dans le cadre de la double confrontation contre le Congo, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2022. Le sélectionneur national Paolo Duarte sera face à la presse le jeudi 30 septembre prochain à partir de 10h au siège de la FTF. L'annonce a été faite sur le compte officiel de la fédération. Au cours de cette rencontre, la liste des éperviers sélectionnés pour ces deux matchs sera communiquée. Le Togo reçoit à Kégué le Congo le 9 octobre, puis le 12 se déplace à Brazzaville. En rappel, après 2 défaites en autant de sorties dans ces éliminatoires, les éperviers sont bons derniers de la poule H. Et pour ces matchs, Paolo Duarte pourrait peut-être compter sur Tchakei Marouf, le milieu offensif togolais, pour sa première rencontre avec sa nouvelle équipe, AS Vita Club du Congo, a été titulaire. L'épervier a brillé au cours de cette confrontation, terminant homme du match. L'AS Vita Club a battu 2-1 AS Dauphin Noir pour le compte de la première journée du championnat 2021-2022. Au Cameroun, l'ancien attaquant du FC Barcelone, Samuel Eto'o, a annoncé mardi sa candidature à la présidence de la Fédération de football. Après mûre réflexion, j'ai pris cette liberté par amour du Cameroun et par passion pour notre football, a-t-il écrit en substance sur sa page Facebook. Le processus électoral qui conduira à la présidence de la FECAFOOT commence dès ce vendredi avec les assemblées générales des ligues départementales. Et puis, le Polonais Robert Lewandowski a reçu mardi son soulier d'or. L'attaquant du Bayern Munich a terminé meilleur buteur des championnats européens 2020-2021 avec 41 buts en Bundesliga. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg